Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 33 de la 5e saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, je suis ravie de te retrouver et je crois qu'aujourd'hui nous allons discuter de choses assez passionnantes. Je sais que ton sujet m'intrigue et je sais aussi par expérience que mon sujet te passionne. Mais alors, on va en dire un petit peu plus aux Amimi. Bonjour les Amimi, j'espère que vous allez bien et on est ravis de vous retrouver ce soir. Ah, puis ils sont tous ravis de te retrouver. Là, ça y est, j'entends les trompettes, les klaxons, les feux d'artifice. C'est le grand retour de Natacha. Donc, qui dit grand retour dit grande émission. Voilà, logiquement, on devrait faire une bonne petite émission d'une heure, Peut-être un peu plus. peut-être un peu plus. Je crois qu'on est 2 bavards, hein, pas Mm, seul, 2 mm. bavards, s'il te plaît. Mais surtout, je sais, moi, que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet que je vais développer. Allez, je te laisse nous présenter, Parce que l'affaire. ce soir, l'affaire, eh bien, l'affaire est plutôt ancienne en définitive, parce que on va vous parler de l'affaire des anciens astronautes, chers à Van Daniken. Et donc, voilà, Natacha va aborder ce sujet. C'est un sujet que j'adore, moi aussi d'ailleurs. Et du coup, pour compléter ce sujet, de mon côté, je vais vous présenter eh bien un des articles qui va paraître dans Génération C'était d'Or numéro 11. Ça y est, on commence à lancer le, la campagne, on va dire, du dernier numéro. Donc, c'est un sujet qui a été écrit par Joss, que vous connaissez, hein, pour ceux qui sont habitués à la chaîne ou au magazine. Et donc, ça sera un sujet sur les pierres d'Ica. Voilà, donc un programme voilà, chargé en archéologie interdite et autre histoire ce soir. Donc, Natacha, Ouais. c'est quoi cette histoire de d'anciens astronautes? Est-ce que déjà, pourquoi est-ce qu'on les appelle les anciens astronautes? Alors ça, je vais l'aborder en deuxième partie parce que D'accord. figure-toi, Antoine, figurez-vous les amis, que j'ai trouvé une actu très intéressante. Hasard cosmique ou destiné, je ne sais pas. Voilà la question qui fait pétiller les yeux des scientifiques et des rêveurs depuis des décennies. Et les tiens, Antoine, j'en suis sûre. Accrochez-vous, les amis. En avril 2025, maintenant, des recherches toutes fraîches viennent chambouler nos certitudes sur quoi? Sur l'intelligence. Mais attention, là, je suis sûre que vous imaginez des choses. Non, 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 non. Ça va jusqu'à chambouler peut-être, la question de notre place dans l'univers. Alors, on rembobine un petit peu. On va prendre un petit peu de temps. La vie sur Terre, c'est 4,5 milliards d'années au compteur. Et l'Homo sapiens, notre joyeux représentant pensant, c'est le représentant pensant, hein, je l'ai appelé. Il n'est là que depuis, allez, 300 000 ans. Moi, en tout cas, c'est les données que j'ai. Longtemps, on a donc cru que notre apparition relevait d'un miracle statistique. En 1983, Brandon Carter parle même d'étapes difficiles. Pour te dire, Antoine, à quel point notre apparition sur cette terre est vraiment jugée comme quasiment un miracle. Alors, ces sauts évolutifs sont si probables qu'ils auraient pu ne jamais se produire. C'est ce qu'on pense à l'époque. Mais aujourd'hui, bonjour les fenêtres d'habitabilité. D'après Jennifer, elle s'appelle Jennifer Macalady, pardon. C'est une microbiologiste à Penn State. Pour elle, il suffirait que la planète, coche les bonnes cases, c'est-à-dire eau liquide, biomolécules, stables, oxygène à gogo et bam! On a quoi? La vie complexe qui pourrait surgir. Donc en fait, pour elle, ce serait tout simple et avec elle, du coup, avec tout ça, l'intelligence comme une suite logique. C'est finalement ce qu'on se dit, hein, c'est très, très important ce que je suis en train de vous raconter là, de façon un peu légère.
Mais c'est hyper important, ce serait tout simplement l'intelligence, une suite logique de tous les éléments que je viens de vous citer. Alors, science-fiction? Bah, non, pas du tout, parce qu'on a déjà repéré 5 800 exoplanètes, dont certaines sont presque les jumelles de la Terre. Tu le savais ça, Antoine, hein? On est en recherche, voilà, d'exoplanètes et il y en a plein qui seraient des jumelles. Alors, on a aussi, Jason Wright, qui est astrophysicien, qui estime, qu'une étoile sur 2 pourrait héberger une planète habitable. Tu te rends compte? Une étoile sur 2. Et pourtant, notre ciel, comme tu le sais, reste, en tout cas pour certains, désespérément silencieux. Moi, je rappelle que j'ai vu quelques apparitions d'ovnis, j'ai pas inventé, j'ai même photographié l'une d'elles. Donc là, quand on se dit: «Ça reste désespérément silencieux», bienvenue dans ce qu'on appelle, ce que vous connaissez probablement, pour beaucoup, le paradoxe de Fermi. Souviens-toi, Antoine, en 1950, tu n'étais pas là, je n'étais pas là, mais Enrico Fermi, lui, il était là et il a balancé cette question qui claque: «Mais où sont-ils?» Bon, en fait, c'était un petit peu, une boutade parce qu'il se disait: «Avec des milliards de galaxies et autant de mondes potentiellement habitables, pourquoi nous n'avons pas un petit coucou intergalactique?» Ben, on se pose la question. Alors les hypothèses ont fusé, elles fusent toujours. Peut-être que, bah, les civilisations, un petit peu évoluées se détruisent avant de venir nous dire bonjour. Peut-être qu'elles sont bien là, mais à des années-lumière de nos fréquences, ou plus troublant encore, peut-être qu'on ne sait tout simplement pas les reconnaître, parce que peut-être qu'elles sont ici sur cette terre. On ne sait jamais, Antoine ou moi, on est peut-être des extraterrestres qui sont implantés, qui sont en train non, je plaisante. Ça n'est pas le cas. Nous On sommes t'avait bien dit de ne pas révéler notre identité secrète, Natacha. Voilà, maintenant, tout le monde va savoir. eh oui. Mais c'est là qu'entre en scène une théorie que Antoine vous a vendu la mèche, hein, au début de l'émission, la théorie des anciens astronautes. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Si vous allez sur la chaîne d'Antoine, vous en avez entendu parler, c'est sûr. Je vais vous en parler par la suite et Antoine, va vous révéler certaines petites choses. Donc selon la théorie des anciens astronautes, nos ancêtres auraient reçu un petit coup de pouce extraterrestre. Rien que ça. Alors, pas une simple visite de courtoisie, non, 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 on n'en est pas là, c'est pas le petit coucou qu'on attendait, mais c'est un véritable transfert de savoir. Écriture, astronomie, architecture et hop, les pyramides aussi. Ouais, bah et pas que ça, hein, pas que ça. Antoine est allé, voir du côté de plein de théories. Tu nous diras tout ça après parce que tes souvenirs fusent, Antoine. Je sens que tu veux parler, mais attends un peu. Attends un peu. Cette théorie, elle est apparue, tu te souviens, dans les années 60, mais elle ne sort pas de nulle part. Elle puise ses racines dans, le théosophisme d'Helena Blavatsky. Mais c'est surtout, tu l'as cité au début, Erich von Däniken, si je le prononce bien, et son célèbre, chariot des dieux, hein, c'est ça, en anglais, Chariot of the Gods, je ne sais pas. Un nom que, évidemment, les fans d'astro-archéologie connaissent très, très, très bien. Et cette théorie va jusqu'à dire, tu le sais Antoine, que les dieux antiques n'étaient en réalité que des visiteurs venus du ciel. C'est ça, en fait, la théorie des anciens astronautes. Alors après, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites à ce propos, hein, ça s'est développé. On parlerait même de ponts, de tunnels, hein, entre notre Terre et d'autres planètes. Enfin, il y a un tas de choses qui se sont dites. Alors après, des dieux, des aliens ou les 2, on ne sait pas.
C'est la théorie des anciens astronautes, pardon, c'est un peu quand même le graal des amateurs d'ésotérisme, de mystères archéologiques et d'extraterrestres. Bref, si vous êtes sur cette chaîne, vous en avez entendu parler. Tu sais Antoine, j'imagine pourquoi un tel engouement à ce moment-là, dans les années, 60-70? Eh bien, 60-70, déjà, il y a 69, on a marché sur la Lune, officiellement. Donc, ça a commencé à interpeller un peu l'humanité, de se dire: «Ah ben tiens, Mmh, on peut quitter la planète, donc si on peut quitter la planète et commencer à aller visiter l'espace, est-ce qu'on est les seuls?» mmh, Voilà. Est-ce que l'inverse, ne se produit pas? Et puis après, effectivement, pour ceux qui étaient beaucoup plus, connectés, on va dire, avec, l'ufologie, la 1re ufologie finalement, hein, il y a, comme tu dis, l'affaire Roswell, qui est l'un des crashs les plus connus, mais il y a aussi, toutes les affaires de Foo Fighters, ces boules de feu volantes, qui avaient été détectées autour des avions de chasse pendant la 2e guerre mondiale. Voilà, il y a eu plein d'événements qui se sont produits, dans les années, fin des années 40, 50 et puis 60. Donc, effectivement, d'ailleurs, aujourd'hui, en termes d'ufologie, j'aurais tendance à dire, rien de nouveau. On ne fait que ressasser, des événements, qui se sont déjà produits il y a plus de 50 ans. Et je vous invite à regarder l'excellente émission que l'on anime avec Stéphane Royer, sur ces sujets-là, où voilà. et oui. Et alors il y a sur cette théorie, des anciens astronautes, on pense évidemment que parce que ces adeptes, de cette théorie vont se dire que les avancées technologiques telles qu'on l'a eu ne pouvaient pas venir des êtres humains, il y a eu une influence. Mais il pourrait y avoir aussi, dans cette théorie, d'autres choses, qui parleraient de l'évolution de notre espèce. Parce qu'en somme, nous serions peut-être en partie, nous, le fruit, en fait, de manipulations génétiques, voire comment dire? De relations entre extraterrestres et humains, entre guillemets «humains» puisque, voilà, à l'époque, nous ne l'étions pas. Et ça enfin, on voit donc pour les personnes qui en parlent, on voit dans les fresques, des gravures, des dessins anciens qui représentent donc selon ce qui est dit, ces anciens astronautes. On a les géoglyphes, tu connais, de Nazca, par exemple, qui sont donc ces immenses figures visibles depuis le ciel, dont un fameux astronaute qui est sculpté dans la roche. Est-ce que ça pourrait être le message ou une trace laissée par ces êtres venus d'ailleurs? Moi, je ne fais que reprendre des petits éléments, mais ce n'est pas tout. Dans l'Égypte antique, il y a des gravures énigmatiques, des formes, semblables à des soucoupes volantes. On a aussi des témoignages très anciens qui évoquent aussi, des objets volants. Comme, tu connais ce texte en fait, datant de Thoutmôsis III, tu sais vers 1450 avant Jésus-Christ, qui parle en fait de cercles de feu qui sont plus brillants que le soleil, qui sont restés visibles pendant plusieurs jours. Donc tout ça évoquerait la venue en fait sur cette terre d'êtres venus d'ailleurs. Il y a aussi ce récit, dont tu as sans doute entendu parler Antoine, je ne sais pas trop bien le prononcer, Julius Obsequens en 99 avant Jésus-Christ, qui décrit un globe lumineux qui traverse le ciel de Tarquinia, pardon. Est-ce que ce sont des coïncidences? Je ne sais pas, mais pour Ouais. certains, non. Tu sais, quand tu relis, l'Ancien Testament, si tu le lis avec on va dire un focus, avec un regard, d'ufologue, heu, tout ce qui est décrit, finalement, ce ne sont que des manifestations, quoi. Toutes les manifestations divines de Yahvé, ce sont que des manifestations,
ufologique, et derrière ce qui pourrait paraître de la magie, on voit tout à fait la technologie qui peut être mise en place, etc. Et c'est d'ailleurs un chercheur italien, hein, Mauro Biglino, qui a, on va dire, débunké l'Ancien Testament là-dessus et qui démontre parfaitement que il y avait de la Bible n'est qu'un seigneur de guerre, on va dire alien pour faire simple, hein, qui était en guerre contre d'autres seigneurs euh, exogènes qui étaient aussi sur la planète. Et c'est vraiment super intéressant. Si vous ne connaissez pas les écrits de Mauro Buglino, moi je vous les conseille là-dessus. Mmh, mmh. Ah ouais, très intéressant. Moi, je vais juste rappeler que Jean-Bruno Renard, qui est un sociologue, a surnommé cette croyance-là, dont je vous parle depuis tout à l'heure, de néo-évémérisme. Alors, c'est donc une théorie, ce que je viens de vous dire, selon laquelle les dieux, voilà, on parle de ça, sont en fait des visiteurs étrangers divinisés par les peuples émerveillés. En fait, on a d'ailleurs un exemple frappant, je ne sais pas si tu connais cet exemple, c'est le culte du cargo en Mélanésie. Tu connais? C'est à la fin du 19e siècle. En Mhm. fait, les populations locales, ils ont vu débarquer les colons avec leurs cargos remplis de nourriture, de matériel, et ils ont cru typiquement à des manifestations divines. Et depuis ça, ils ont même commencé à imiter les soldats américains et les radios là, pour faire, revenir ces fameux cargos. Et donc ils ont mis en place un culte qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs sur l'île de, Tanna, je crois. Et toi, tu t'es interrogé d'ailleurs sur l'origine, sur les mythes, sumériens, et tu as reçu à ce propos Bleuette Dio, et tu as exploré avec elle. Moi je vous renvoie à une super émission sur ses recherches. Donc elle a sorti un bouquin sur les fossiles humains, et C'est et ça. là, Mhm. ouais, Ah oui, vas-y. elle a écrit plusieurs, plusieurs ouvrages sur ce sujet parce que c'est un peu le, le- la représentante du néo-évémérisme, en tout cas pour la France, hein. Et ce qui est marrant, c'est que l'émission à laquelle tu fais référence, c'est une émission qu'on a tournée il y a 7 ans. Oui, je rappelle que la chaîne a 9 ans, hein. Donc, c'était dans le cadre d'ailleurs de Ici, on parlait vraiment d'ufologie. Et elle venait présenter je crois que c'était son premier livre sur le sujet, la genèse de l'humanité. Voilà, c'était celui-ci, l'émergence de l'homme. Mais entre-temps, elle en a écrit beaucoup d'autres. Elle a écrit la deuxième partie des genèses de l'humanité, le Dieu civilisateur. La troisième partie, à la lumière de la science. Hop. Et puis, on a aussi un essai sur l'Homo sapiens et un très bon ouvrage tout petit, mais très bon sur l'histoire secrète des civilisations de Göbekli Tepe à Sumer. Voilà, ça c'est aussi un de ses ouvrages de référence. Et il y en a d'autres que, que je n'ai pas encore sortis, mais voilà. Là, une bibliothèque qui est très, très complète. Et effectivement, le pitch, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout cette science néo-évéméris, c'est tout simplement, nous n'avons pas été créés par Dieu. Nous avons été créés, en tout cas nos ancêtres, ont été créés par manipulation génétique à partir d'une branche d'une espèce existant sur Terre à l'époque qui était l'Homo erectus, à laquelle on aurait ajouté, amélioré, on va dire, les capacités par ingénierie génétique, ce qui aurait donné l'Homo sapiens. L'Homo sapiens qui aurait servi finalement de main-d'œuvre à ces dieux, les dieux de Sumer, voilà, jusqu'à ce que les dieux quittent la planète pour des raisons de survie, en tout cas pour eux, parce qu'ils étaient finalement en guerre contre d'autres espèces, on va dire. Et c'est vrai que c'est assez déroutant les premières fois qu'on lit ce genre de sujet, mais ça explique énormément de choses.
Et pour ceux qui croient en Dieu, ça ne remet pas en cause la croyance en un Dieu créateur, hein, parce que ça ne fait que reculer la question de l'origine de toute vie, tout simplement. Et ce qui est important à dire, c'est que Bleuette Dio est une historienne et elle est également paléontologue. Donc, elle a quand même un sacré bagage scientifique. Donc j'écoutais l'émission, que tu avais tournée avec elle et Antoine, souviens-toi d'ailleurs, tu évoquais la justement cette cosmogonie sumérienne comme un récit presque scientifique moderne. Là où, c'est ce que tu viens de dire, les dieux architectes façonneraient notre ADN. Alors, évidemment, en entendant tout ça, moi, je me suis demandé s'il existait de vraies preuves pour soutenir cette idée, de génie génétique ancestral, hein, on peut le dire comme ça. Et aujourd'hui, ensemble, on va un petit peu décortiquer ces hypothèses. On va se demander quelle est la part de mythe? Quelle est la part de réalité? Comment distinguer le néo-évémérisme des reconstitutions académiques? On peut se poser plein de questions et puis surtout, en écoutant donc Bleuette Dio, qui est à la fois historienne et paléontologue, donc fait preuve d'interdisciplinarité, j'y suis arrivée et elle fouille du coup à la fois les textes en philologie et les strates géologiques des fossiles. Alors, elle nous rappelle, c'était extraordinaire ce qu'elle a raconté parce qu'elle nous rappelle que l'homme qui est étudié au prisme des ossements et des manuscrits se révèle donc beaucoup plus complexe qu'un simple mythe. Antoine, tu l'imagines, elle est loupe à la main, elle alterne décryptage, tablette cunéiforme, examen de fragments d'os. C'est super, elle a un véritable double regard qui éclaire à la fois, du coup, nos récits fondateurs et nos origines biologiques. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais elle parlait d'un généticien, qui a préfacé son ouvrage, tu vois? Il a dit que donc ce généticien, il a dit que Pietro Bouffin. Pietro Buffa, c'est ça, que nous pourrions être un OGM, c'est-à-dire quand même un organisme génétiquement modifié, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu imagines l'ADN humain, imagine-le, projeté sur un écran comme ça, pro, chaque gène questionné. Et si on avait été programmé, tu prends les gènes là, par une intelligence ancienne, ah, ça modifie un petit peu tout ce qu'on pense. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de prendre un peu de recul sur tout ça et d'essayer de chercher d'autres preuves ailleurs. Et entre autres, il y a si on sort de l'aspect uniquement, manipulation génétique sur l'homme et si on essaye de voir si ailleurs il y a eu d'autres manipulations génétiques, eh bien on s'aperçoit par exemple que l'ancêtre du blé qui est l'engrain, heu, là aussi à un moment donné, il a fait un bond, génétique, qui est encore aujourd'hui inexpliqué, comme s'il y avait eu une manipulation génétique, comme si finalement, pour pouvoir suivre une logique de on crée des humains, modifiés parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, donc on a besoin d'une grosse population et cetera. Qui dit grosse population, à un moment donné, eh bien, il faut pouvoir les nourrir. Donc, on va aussi modifier génétiquement, donner des coups de pouce à des plantes endémiques de la terre pour qu'il y ait une meilleure production, pour pouvoir nourrir ce «bétail humain» entre guillemets. Et pareil, on retrouve la même chose au niveau de la domestication, hein, quand on passe de l'auroch à la vache, voilà, quand on commence vraiment à étudier tous ces domaines, on s'aperçoit que c'est pas que l'espèce humaine qui a été impactée, comme si tout ça, ça découlait d'une certaine logique et qui s'est déroulé dans le même laps de temps. C'est surtout ça qui est important. Bah, si tu prends, les pastèques, les bananes, c'est tout rien que ça, les carottes, c'était absolument pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Les pastèques, c'était un petit truc, alors je sais pas à quelle époque, mais un petit truc un petit peu on a retrouvé, en Égypte, par exemple, des trucs de pastèques
qui ne ressemble pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. C'était quelque chose de tout petit, petit. Les bananes, elles avaient des graines, beaucoup de graines. Aujourd'hui, les bananes sont effectivement modifiées. Elles n'ont plus de graines, elles ne se reproduisent pas. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais le bananier, c'est sur des feuilles, hein. C'est pas un arbre. Et, et d'ailleurs, les bananes d'aujourd'hui, ce sont des bananes, c'est une espèce qui est gravement en danger parce qu'il y a un champignon qui se développe et qui peut tuer toute la production de bananes. Et sachant que les bananes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les bananes qu'ont connues nos, je sais plus, grands-parents, arrière-grands-parents, où ils disaient qu'elles étaient vraiment délicieuses, et que nos bananes actuelles, la, l'espèce, enfin je sais plus comment on dit, c'était insipide. Donc nous, on mange des bananes déjà, qui sont pas terribles du tout. Donc je crois d'ailleurs dans l'interview que tu avais faite de Bleuette, je crois qu'elle disait que Pietro, Buffa, prétend aussi que l'humain, c'est la seule espèce incapable de s'adapter, sans modifier son environnement. En fait, moi je pense castor, allez, castor, termites, ils bâtissent leur monde, tu vois? Mais, jamais avec la même ampleur, ni avec les mêmes outils que, l'homo faber, donc notre ce qu'on est nous. Et elle expliquait que, il me semble, que, c'est la théorie donc, de d'Yves Coppens. Yves Coppens, c'est un très célèbre paléontologue qui, alors il paraîtrait, qu'il a fait ses études, dans le même collège à Vannes, que moi. C'est, Jules Simon à Vannes, il paraîtrait. Donc je connais depuis toute petite parce que mon père me parlait toujours d'Yves Coppens. Il disait: «Tu te rends compte, il a fait ses études là?» «Ah ouais, super!» Donc toi et moi, nous allons devenir, peut-être aussi célèbres qu'Yves Coppens, mais non, moi je pense pas non plus. Et en fait, Yves Coppens, il a développé la théorie, entre guillemets, hein, la théorie savane. En fait, c'est cette, image mythique où un primate, tu te souviens, se redresse pour dominer l'horizon parce que, voilà, il est descendu de son arbre, il est allé dans la savane et là, il avait plus, il fallait qu'il s'adapte à son environnement. C'est donc, cette théorie comme quoi si ne la bipédie viendrait de ça, viendrait du fait qu'on descend de l'arbre. Donc c'est Yves Coppens qui est à l'origine de ça. Mais Bleuette nous rappelle quand même, il y a un fossile, qu'elle a trouvé, qu'ils ont pas qu'elle a trouvé, il y a un fossile qui a été trouvé qui s'appelle Littlefoot, qui est presque, complet. Il a été, je crois il est complet à 95. Je crois qu'il a été découvert en Afrique du Sud, et pour elle, ça nous dit autre chose. C'est un arboricole qui est déjà redressé. Donc la bipédie et la vie dans les arbres, main dans la main là. En fait, ça contredit pas. Alors t'imagines Antoine, petit à petit quand même, l'histoire qui se complexifie, la bipédie serait quand même apparue brutalement il y a 4 à 6 millions d'années, et pour des raisons donc qu'on cherche encore à élucider. Heu, alors après, Antoine, tu vois la suite de notre odyssée, là, ce dont on évoque, ensemble, il y a tu t'intéressais à ça, les tablettes sumériennes, les galeries de fossiles, en passant par les mystères de l'ADN. Moi, ce que je te propose et ce que je propose aux Amimi, c'est un petit peu d'ouvrir le débat, de confronter en fait les points de vue entre mythologie revisitée et preuves scientifiques. Donc toi, tu penses que où se situe pour toi la frontière entre histoire, légende et fait? L'histoire est écrite par les vainqueurs. Voilà. Donc Il quand tu dis ça, tu résumes tout, c'est-à-dire que l'histoire ne sert que les intérêts de ceux qui dirigent le monde sur le moment où l'histoire est écrite. Donc il y a forcément des choses qui gênent dans le passé et qu'on a cherché à effacer.
Et donc, la meilleure façon de l'effacer, c'est de rendre les choses mythologiques. Donc, quand tu regardes toutes les mythologies gréco-romaines, les mythologies scandinaves, les mythologies indiennes, etc., c'est quand même des drôles d'histoires. Des drôles d'histoires de dieux qui font des drôles de choses. Euh, voilà, bon, ben, nos ancêtres avaient beaucoup, beaucoup d'imagination. Ou alors ils n'ont fait que retranscrire quelque chose qu'ils ont vécu à une époque, et puis qu'on a préféré refaire passer, rebasculer tout ça en termes de mythes, de mythologie. Donc je me rappelle plus de ta question, mais j'espère y avoir répondu. Bon, en tout cas, moi, je vais ajouter que pour la communauté scientifique, cette théorie, effectivement, ne tient pas debout. Alors, pour la communauté scientifique, toujours, les preuves sont souvent des interprétations hasardeuses, des coïncidences, voire même des erreurs de lecture de l'histoire. Par exemple, les lignes de Nazca, tu connais bien, ce serait un système de carrouillage, tu vois? Un système donc rudimentaire, qui aurait permis de les tracer. Mais je ne sais pas pourquoi ils les auraient tracés comme ça. Enfin, les fresques byzantines. Alors, je vais juste rebondir sur les lignes de Nazca, parce qu'on a fait plusieurs émissions justement avec Joss, dont je vais parler tout à l'heure, qui est un ingénieur du bâtiment, qui lui a étudié les lignes de Nazca et qui est arrivé à la conclusion, qui le recoupe d'ailleurs avec d'autres personnes, hein, sur le fait que la ligne de Nazca avait plusieurs fonctionnalités. Donc je vous invite à regarder les émissions qu'on a faites ensemble sur Miasme TV. Et entre autres, la fonctionnalité primaire, c'était un système d'irrigation de toute la zone. Et effectivement, la deuxième fonctionnalité, là, elle était plus divine. Et les dessins qui servaient de réseau d'irrigation servaient aussi effectivement soit de messages, soit de repères pour des choses qui viendraient de l'extérieur, sachant que pour pouvoir tracer ces lignes avec la perfection dans laquelle ils ont été tracés, il fallait que ces lignes soient tracées d'un point élevé, voire très élevé. Et à ce qu'on sache, le peuple de Nazca n'avait pas inventé la montgolfière ou ce genre de choses pour pouvoir s'élever et tracer les traits. Donc voilà, il y a quand même un vrai mystère scientifique autour de ces lignes de Nazca. Il me semble aussi me souvenir, parce que j'avais interviewé, je me souviens pas du nom, de la personne que j'ai interviewée, au moment où je te parle. J'avais interviewé, sur, les pétroglyphes, et c'est ce jeune homme, enfin, ce jeune homme, plus jeune que moi, m'avait dit, me semble-t-il, que les pierres étaient vraiment solides à cet endroit-là, je crois. Donc, pour, creuser la pierre, ça devait être un peu compliqué. Alors je reviens là aux fresques byzantines, tu sais, qui représentent des cosmonautes, tu vois? Donc pour la communauté scientifique, enfin certaines personnes de la communauté scientifique, ce serait, en réalité des symboles du soleil et de la lune. Moi je trouve pas, mais bon. Après on voit aussi, souvent on a vu dans certains tableaux des soucoupes volantes. Et là ce serait, d'après toujours ceux qui interprètent, un archange ou tu vois, tu as un truc là qui représente, ça fait bizarre d'ailleurs, c'est, une espèce de rond comme ça avec plein de traits, tu vois, lumineux, et pour eux, ce serait un archange. Je vois franchement la gueule de l'archange, moi je veux bien, mais l'autre, il s'amuse à dessiner des choses extraordinaires avec vraiment une précision, et là, la gueule de l'archange, elle serait comme ça. Tu fais, bon, tu as un petit peu raté ton archange, hein. Dans un autre tableau, il y a une petite, soucoupe, tout en bas, tu vois, d'un tableau, je me souviens plus du nom, mais on retrouvera peut-être pour le montage, et ce serait un chapeau de cardinal. Pareil, le peintre, il s'est dessiné des trucs de fou, il fait un chapeau de cardinal absolument minable, qui ressemble fortement à une soucoupe. Bon, alors pour eux, c'est vraiment pas un vaisseau spatial, tu vois?
Et alors sur, l'histoire du plan, biologique, tu vois? Pour eux, il est absolument impossible, ou presque, qu'on se soit reproduit avec des extraterrestres parce que dans ce qui est dit comme preuve, même avec les chimpanzés qui sont nos plus proches cousins génétiques, nous ne sommes pas compatibles. Alors, imaginez des aliens. Mais, parce que donc la communauté scientifique, enfin certaines personnes, nous disent que biologiquement parlant, un métissage humain extraterrestre est très, très, très improbable, à moins que nous soyons déjà des descendants de ces visiteurs. Alors voilà une idée intéressante, parce que en fait, ce que reprochent ces chercheurs à cette théorie, c'est d'inverser la méthode scientifique. Pour eux, au lieu d'observer les faits et d'en tirer des hypothèses, donc du coup, les partisans partent d'une croyance et puis ils cherchent à faire, coller tous les faits autour de cette croyance. Donc c'est un petit peu ça. Mais pourtant, même si cette théorie ne repose sur rien de concret, elle continue en tout cas de me fasciner, de vous fasciner vous, de te fasciner toi Antoine, je suppose, parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond, c'est notre besoin de comprendre d'où on vient. C'est notre quête de sens et notre fascination pour l'inconnu. Alors, la théorie des anciens astronautes ne tient pas face à cette rigueur scientifique dont je viens de vous parler. En revanche, si on écoute Bleuette Dio, c'est super intéressant. Donc, je veux bien, moi, aller plutôt de ce côté-là parce que cette théorie n'est pas tout à fait à jeter. Elle ouvre des portes. Alors, elle peut ouvrir des portes vers d'autres imaginaires, si on veut, vers d'autres récits, vers d'autres mondes à explorer. Et qui sait, hein, peut-être qu'un jour, l'univers nous surprendra bien plus que toutes nos spéculations réunies. Mais ce n'est pas tout. Parce que je suis allée regarder du côté de YouTube et évidemment, là, on fait une émission là-dessus, mais les autres, sur certaines autres émissions, c'est un peu de la folie. Tu as cité dans ton émission, celle qui est très connue, qui s'appelle, «Anciens aliens» ou qui enchaîne des records d'audience. Alors, tu as Alien Theory, c'est ça? ouais, ouais, Ancient, Aliens et Alien Theory et puis, tu as d'autres chaînes comme, Third Phase of Moon ou Secure Team, 10 je crois, qui comptent des centaines de milliers d'abonnés et puis chaque nouvelle, vidéo relance le débat. Enfin, on est en train de se dire: «Mais d'où on vient, quoi?» Alors, est-ce que c'est du sensationnalisme? Peut-être. Est-ce que c'est de la passion? À coup sûr. Puis au côté académique, allez, il y a pas que Bleuette quand même, parce que ça bouge aussi un petit peu. En février 2023, on a, Le Monde des religions qui publie un dossier entier sur ce regain d'intérêt. Il y a une étude dans Nature, Humanities and Social Science qui analyse comment des experts légitiment aussi certaines croyances. Tu vois, ça fait bouger même aussi la communauté scientifique, mais peut-être à ce moment-là avec la même tendance. On a une thèse en Californie qui étudie les Star People et leur rôle dans les récits indigènes. Ah, tu vois, il n'y a pas que Bleuette quand même, hein, qui peut aller de ce côté-là. Parce que Bleuette, elle nous disait aussi, elle, dans la vidéo, qu'avec, la personne, le généticien, tous 2 ne se connaissaient pas, ils étaient partis de leurs théories, donc différentes, lui génétique et elle histoire et paléontologie. Ils étaient arrivés au même point et après ils ont fait se concorder donc leurs recherches pour dire: «Bah, finalement, c'est pas si débile que ça quoi, cette théorie-là, des anciens astronautes». Mais au fond, cette théorie, en fait, elle dit surtout une chose, ce que je viens de dire tout à l'heure, nous cherchons à comprendre et à combler les blancs de notre histoire. Alors peut-être que nous imaginons ce que les pierres ne racontent pas, ce que les fossiles ne peuvent pas dire. Alors moi je dirais que alors, que vous soyez fan de Darwin, passionné d'OVNI ou adepte de l'astroarchéologie, ce dont on parle, une chose est sûre, ce débat n'est vraiment pas prêt de se refermer.
Et vous, les Amimi, chers explorateurs de l'étrange, dites-moi dans les commentaires, dites-nous à Antoine et moi, quelle théorie vous fait le plus vibrer? Antoine, les Amimi, à vous de juger. Bon bien, merci Natacha. Bah, écoute, tu as bien fait de partir de cette news sur l'arrivée, le développement d'intelligence potentielle sur Terre et puis sur d'autres exoplanètes. Voilà, ça nous a permis d'explorer tous ces sujets, ces domaines qu'on adore hein, sur les anciens astronautes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu aussi parce que on va continuer sur le sujet, plus ou moins. Je vais vous parler des pierres d'Ica. Voilà. Parce que dans le dernier numéro de Génération Cité d'Or, voilà, qui là, c'est prévu, la sortie au mois de mai, tous les articles sont finalisés. Euh, j'ai extrait un article qui devrait vous plaire, c'est celui de Joss, hein, donc vous avez déjà eu l'occasion de voir sur la chaîne ou de lire, bien entendu, dans Génération Cité d'Or, qui euh, pour ce dernier numéro, nous a envoyé un sujet sur sa collection de pierres d'Ica, sa passion sur les pierres d'Ica. Et du coup, je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de pouvoir vous présenter le sujet si vous ne le connaissez pas. Alors, Natacha, les pierres d'Ica, est-ce que ça te parle? Un petit peu, mais tu vas développer pour parfaire mes connaissances. Donc, ce sont des pierres sur lesquelles sont gravées des figures euh, qui sont assez variés. On peut en retrouver des figures de dinosaures, on peut retrouver des figures stellaires, euh, des, des oiseaux mécaniques peut-être, des formes de vie disparues. Bon voilà, vous verrez, je vous ai préparé tout un florilège de pierres. Et surtout, il y a une grosse polémique autour des pierres d'Ica, sont-elles de vraies, comment dire, de vraies créations antiques ou sont-elles des créations modernes? Donc, historiquement, comment ça s'est passé? Bien, écoute, je vais partager et puis je vais vous raconter la petite histoire. J'en profite aussi pour vous conseiller euh, l'excellente chaîne YouTube de Julie Couvreur, qui a aussi traité du sujet des pierres d'Ica de façon très exhaustive et voilà, qui est une très très bonne émission. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, ça se passe dans les années 60, euh, au Pérou, où un docteur, le docteur Javier Cabrera, reçoit en cadeau cette pierre gravée avec un petit poisson dessus. Et là, ça l'interpelle parce que il semble reconnaître, du fait de ses études, un poisson qui aurait disparu, qui n'existerait plus. Et donc, bah, il a essayé d'en savoir un peu plus. Et il a été voir la personne qui lui a vendu cette pierre pour essayer de comprendre où est-ce que cette pierre, il l'avait trouvée. Alors, la personne, c'est Basilio Ushuaïa, qui lui explique que bien dans le fleuve Ica, quand il y a des grandes crues comme ça, c'est pas rare de trouver des pierres qui sont gravées de la sorte. Du coup, notre bon docteur se passionne pour ces pierres-là et commence une petite collection hein, de pierres. Il va en avoir jusqu'à 11 000. Euh, et sur cette collection, on va retrouver tout un tas de formes diverses et variées qui vont très rapidement interpeller la communauté d'ufologues et puis deux, la communauté scientifique. Tout à l'heure, tu as cité Van Daniken, hein. Bien, lui en avait parlé dans son livre début des années 70, hein, de ces pierres d'Ica. Il y a un autre auteur qui est Robert Charroux, voilà, qui en parle aussi dans L'énigme des Andes. J'y reviendrai tout à l'heure aussi parce que il a mis certaines photos que je vous montrerai dans son livre.
Et ben, le problème, c'est que le sujet commence à faire polémique. euh, et se pose la question, ben, voilà, est-ce que ces pierres ont été gravées avec des techniques modernes ou au contraire ont été gravées il y a 500 ans, 5000 ans, 50 000 ans, on ne sait pas trop, parce que les sujets, les figures, les pétroglyphes, finalement, sont assez interpellants. Donc là, il s'agit de la photo du docteur Javier Cabrera dans son musée personnel. Aujourd'hui, le musée est toujours visitable, hein. Il est tenu par son fils qui fait la visite du musée. Donc vous pouvez tout à fait visiter et retrouver sa collection de 11 000 pierres. Il a 11 000 pierres qu'il a d'ailleurs jamais voulu revendre. Voilà. Là, tu vois, là on a une photo assez détaillée euh, de, euh, de ce bonhomme. Alors c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on dirait un Inca ou plutôt un Moche dans son article. Joss va démontrer qu'il y a quand même pas mal de relations avec la civilisation Moche, qui a l'air de, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il a l'air de faire selon toi? Alors, tu vois, moi déjà je vois, je sais pas si je vois bien ou pas, mais je vois une femme en fait, je vois pas un homme, mais bon, peu importe, D'accord. parce que je vois une poitrine. Tu Je sais pas vois si une poitrine, d'accord. Ouais, moi je vois un gros ventre. Bon, ah, pourquoi pas? Non, mais ça peut être une femme comme un homme, c'est pas peu très importe, important. mais non, non, c'est pas important, Mm. mais il a l'air de regarder le ciel avec une longue vue, bien évidemment, C'est ça, ouais. avec à côté un être, un petit peu particulier là et puis il y a un astre qui passe Mm. et il y a Oui, des donc étoiles, tu as ouais, tu as tout un schéma en haut là. c'est ça. T'as tout un cosmos avec effectivement ici une comète. On y reviendra sur cette fameuse comète. Mmh, Et voilà. Donc on va retrouver, tu vois, ce genre ce genre de forme, ce genre de gravure qui sont plus ou moins précises. D'ailleurs, c'est un peu comme ça on commencera à distinguer peut-être les vraies des fausses pierres. Alors, on appelle fausses pierres les pierres modernes et les vraies pierres les pierres antiques. Donc là, ce personnage qui a l'air de souffler quelque chose. mmh, Cette pierre la plus bizarre, tu vois, on a l'impression. mmh. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un homme, avec un dragon et ou un lézard géant, qui est en plus sur 2 pattes, qui tient quelque chose et puis, l'autre il tient son espèce de corne là et il y a toujours la symbolisation du ciel, mais le ciel a même, regarde, il est Une figure? l'étoile là Hmm. et il y a une figure. Je devrais mettre mes lunettes pour, ne pas dire trop de bêtises et qu'est-ce qu'ils tiennent là? Ils tiennent une tête. Ouais, c'est Mmh. assez bizarre, effectivement. Il tient une tête dont Attends, mais ouais, il y a un lien là vers l'homme. c'est ça, la chevelure a l'air d'aller vers l'homme. À Ah moins que ça peut-être soit une femme et du coup un enfant et le cordon ombilical. Eh oui, ah, va savoir. ouais, mais il y a qu'une tête donc Peut-être une représentation un peu bizarre d'un bébé bizarre. Je ne sais ouais, pas. bah, c'est très bizarre le bébé parce qu'il a l'air vieux le bébé, mais bon. En tout cas, voilà, les deux personnages ont l'air de se battre, hein. Il a l'air de se battre mais contre un dinosaure, hein, tout simplement. Ah, toi tu vois une bataille? Oui, oui, là, ce serait un couteau. Et Ah, effectivement, il transperce, mm. d'accord, oui, effectivement, j'avais pas vu, Là, tu vois, là, il y a la lame qui ouais, passe ouais. à travers l'œil, là, tu vois. Ouais, ouais, non, j'avais pas bien vu, j'avais pas mes lunettes, ouais. Mm, mm. J'avais l'impression qu'il touchait sa corne, mais non, non, ouais, ouais, non, j'avais pas bien vu, excuse-moi, oui. Donc déjà se pose la question, mais bon, ok, si c'est une représentation moderne, bah, il y a pas de souci, hein, c'est une vue d'artiste, on va dire, comme pourrait faire n'importe quel dessinateur de bande dessinée.
Voilà, et peut-être que il y a un siècle, dans les années 40, 50, eh bien, ils se sont amusés à graver comme ça une bataille entre Godzilla et un, un homme géant. Voilà, pourquoi pas? Ça choque pas si c'est une représentation moderne. Par contre, si c'est une représentation ancienne, qui pourrait dater de 5000 ans, voire plus, là, ça devient surprenant. Parce que les hommes et les dinosaures ne sont pas censés s'être rencontrés. Donc, si cette représentation a été gravée il y a même 500 ans, tu vois, 1000 ans, 5000 ans, c'est assez surprenant. Pourquoi, comment, euh, quelles connaissances ont eu les hommes de cette époque de la possibilité d'avoir un affrontement entre un homme et un dinosaure. En tout cas, même la proximité entre ces deux espèces complètement différentes qui n'ont pas vécu encore une fois à la même époque. Là, on a encore une autre scène, tu vois, de bataille un peu bizarre où Mmh. on a des hommes. Alors, ils ont pas la même représentation, tu vois, cette fois-ci. Euh, Toi, là, il avait sa coiffe on va dire, de moche, alors que là, ils ont le crâne nu. Bon, lui, il s'est fait becqueter la tête. Mmh. Lui est en train de se faire mordre le dos, pendant qu'il est en train de trucider un autre dinosaure. Bon, voilà. En tout cas, il y a plusieurs représentations comme ça dans ces Perdika où il y a des présences et des confrontations entre deux espèces qui sont pas compatibles. Mmh. Ici, elle est intéressante celle-ci parce que là, on va reconnaître carrément des formes de dinosaures. Est-ce que tu en reconnais? Oui et là, elle me semble beaucoup plus moderne, en fait, cette représentation par rapport aux autres, mais dans les formes des dessins. Mm, tout à fait. Alors, hop, ici, on va avoir un tyrannosaure. Au-dessus, là, un ptéranodon, un stégosaure en arrière-plan, un taurosaure, un brachiosaure. Et intéressant, là, par contre, de noter, donc toutes ces espèces ont existé, il n'y a pas de souci. Sauf que le stégosaure, lui, a plutôt vécu pendant le Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Le tyrannosaure, lui, il a plutôt vécu pendant le Crétacé, il y a 66 millions d'années. Ils se sont jamais rencontrés, les deux là, jamais. Mmh. Un tyrannosaure, il a jamais pu manger un steak de stégosaure. Mmh. Pas possible. Euh, et les exemples sont identiques par rapport à tous les autres dinosaures. Donc, cette pierre-là fait partie des pierres qui ont commencé à mettre le doute sur la véracité, l'authenticité des pierres d'Ica. Tu vois, Ah c'est oui? comment Mmh. un artiste, un sculpteur de l'Antiquité aurait pu graver différents dinosaures qu'il n'a pas sous les yeux, qui n'ont pas vécu à la même période. Et puis, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. Donc, ça se passe au Pérou. Alors, au Pérou, il y a eu des dinosaures, hein. Dans l'article, Joss développe effectivement le fait qu'il y a bien des dinosaures qui ont existé, donc qui ont pu être identifiés, mais pas l'ensemble de ces dinosaures-là. Et puis surtout, ils n'ont pas vécu à la même époque. Alors, c'est quoi les hypothèses là? Soit c'est une pierre moderne, où là, effectivement, dans les années 50, 60, 70, les graveurs avaient accès à la télévision ou avaient accès peut-être à des livres dans des bibliothèques et puis auraient fait des représentations. Soit on a affaire, si c'est une vraie pierre gravée dans l'Antiquité, là on a affaire à un mystère encore plus important que le précédent, c'est-à-dire comment est-ce qu'un observateur a pu avoir connaissance de toutes ces différentes espèces
Voilà. Nous, aujourd'hui, on les connaît parce qu'on a retrouvé, tous les paléontologues ont retrouvé des ossements, les ont reconstitués. Et ce sont des représentations d'ailleurs, hein. Peut-être que le taurosaure, il ne ressemble pas tout à fait à ça, en tout cas au niveau des couleurs, etc. Et tu vois, comment est-ce que... Déjà, dans certaines choses qui sont dites sur les dinosaures, c'est qu'a priori, certains d'entre eux auraient des plumes. Donc là, nous, on les imagine sauriens comme des parce que c'est dans le mot, mais ceux qui ont donné ce mot-là les ont imaginés comme, des reptiles. Hmm, Or, il se pourrait, pour certains, pour beaucoup, qu'ils aient des plumes, qui soient d'ailleurs il est dit que c'est l'ancêtre de la poule. sacrée Ouais, poule, hein. et de la poule et des dodos en fait, que pas seulement de la poule, mais des oiseaux, tu vois? Heu et là, moi, je trouve que cette pierre a une représentation beaucoup trop moderne par rapport à la perspective qu'on a, par rapport aux traits. Les autres pierres me semblaient être plus, comment dire? D'un style plus primitif, plus ancien, tu vois? Hmm, hmm. Avec, des traits, des tu tout était de côté, là, c'est tu as des 3/4 par exemple, Ouais, tu as des on n'est plus à l'égyptienne, là. On est effectivement avec une perspective sur... tout à fait. et puis tu as des muscles, l'autre Hmm, tu pas, tu avais des espèces de bâtons qui représentaient, tu vois? hmm. Le bras, la jambe, ça me semble, vraiment pas pareil. Alors peut-être si c'est une vraie pierre datant d'il y a un petit moment, on est en face de la preuve d'un voyage temporel. Écoute, je voulais pas te le dire, mais effectivement, ce serait la seule explication. Voilà, c'est là, on est dans du Docteur Who, hein, c'est très clairement. Ah oui, il y a des portes temporelles à Ica. Tiens, ben là, une autre représentation. Cette fois-ci, c'est carrément un dinosaure domestiqué. Tu vois, on n'est plus dans de la bataille, on est dans du chevauchement de dinosaures. Et tu vois là, les c'est bien de côté, ça fait beaucoup moins, moderne comme Mm, mm, représentation. mm. Et ce qui est marrant, c'est souvent dans les personnages, il y a des choses comme ça qui sortent de leur bouche. Tu vois, je sais pas ce qu'ils veulent représenter, mais souvent il y a des choses qui sortent de leur bouche. Moi, ce qui m'impressionne, ce sont les nez et les mentons. D'accord? Ils sont particulièrement grands, particulièrement, Et on est sur un nez un peu aztèque, hein, pour le aztèques, coup, un et le peu, et menton. le menton bien en avant comme ça. On est quand même sur des représentations assez méso-amérindiennes, hein, des personnages, hein. Pour le coup, là, on est bien localisé. Alors, la suite. Bon, là, voici notre ami, du coup, Basilio Uchuya, qui aurait été, qui aurait revendu les pierres à, à notre docteur Cabrera. Alors, il les aurait revendus l'équivalent aujourd'hui de 30 centimes d'euros. Donc que dalle. Mmh. Donc, tu vois, il n'aurait même pas fait ça pour s'enrichir. Il en aurait revendu 11 000 à 30 centimes. Tu vois, il n'a pas gagné sa vie avec. Et simplement, le problème, c'est que, eh bien, ça lui a posé un certain nombre de soucis, le fait de revendre les pierres à ce docteur. Parce qu'à un moment donné, il y a le gouvernement péruvien qui s'y est mêlé. Et il y aurait eu visiblement une espèce de chantage à l'encontre de Basilio pour lui dire, bon, eh bien écoute, soit tu admets que c'est toi qui as fabriqué ces pierres avec tes petites mains, tu vois, comme ça, là, soit, eh bien on t'envoie en tôle pour pillage de vestiges archéologiques. Ah oui, bah oui, bien évidemment. Et oui, et là, Mmh. c'est pas la même histoire, tu vois, parce que bon, s'il a été faussaire, bon, bah, écoute, au pire, il a revendu des pierres au docteur. En plus, il les a pas revendues très cher, donc voilà, il s'en sort sainement. Alors que si s'il a pillé des trésors archéologiques,
Du coup, c'est en 75, hein, je crois, pas sûr de la date, où il indique effectivement, ben, oh non, j'ai menti, tout ça c'est du fake, c'est moi qui les ai fabriqués, regardez, je vous montre, c'est assez facile. Il faut d'abord bah, les graver, et puis après on les fait cuire pour les noircir, et puis voilà. Mmh. Bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Parce que effectivement, on le verra après, a commencé à apparaître de plus en plus de fausses pierres. Et là, c'était vraiment des fausses pierres parce que bien les paysans du coin se sont aperçus que bien ça rapportait de l'argent de vendre des pierres aux touristes, que c'était peut-être même plus lucratif que de d'aller cultiver du maïs. Donc du coup, tu vois là, dans cette photo, Basilio, il montre, que bien ce dinosaure-là, il l'a fait par rapport à ce dessin-là, dans une BD. Pourquoi pas, hein? C'est peut-être effectivement celui-ci en particulier, il s'est peut-être inspiré comme ça. Mmh mh. Là, tu vois, on est plus dans les années 70, mais ça explique pas toutes les pierres. Donc là, on est sur du commercial, pour touristes, clairement. Ah ouais, mais c'est joli. Ah, c'est très joli, ouais. C'est très, très joli. Mmh. Hop, je t'en montre une autre. Voilà. Donc, hop, tu vois déjà c'est plus tout à fait les mêmes pierres, là, c'est du galet, Mmh. on n'est pas sur la même pierre et puis il y a que les traits qui sont gravés. Alors que sur les autres pierres, d'Ica, il y a plus de le fond est dessiné, tu vois? On sent que c'est pas la même technologie. Là, on a vraiment l'impression que c'est du dessin moderne, hein. Ouais, carrément. Donc ça, alors il y a plusieurs tailles, hein. Il y a vraiment de la petite pierre et puis il y a des grosses, grosses pierres. Donc là, on voit, par rapport à la taille du meuble qui est à côté. Sur cette, pierre-là, on va avoir une représentation, spatiale assez importante. Hop, où on va retrouver, heu, toutes les constellations du zodiaque, mais pas les 12, les 13 constellations du zodiaque. Tu sais qu'il y a une constellation, la constellation Serpentaire, qui a disparu, alors je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était dans le zodiaque babylonien où on avait 13 constellations et puis on est repassé à 12. Ah, d'accord. Voilà, et celle qui a disparu, c'était la Serpentaire. Donc je vais vous donner, rapidement les significations. Donc sur le symbole 14, c'est le symbole de l'énergie cognitive ou mentale projetée au cosmos. Mais on y reviendra sur ce symbole 14 parce qu'il y a peut-être une autre interprétation aussi de ce symbole 14. Le symbole 15, ce sont les Pléiades. Le 16, constellation du Taureau. Le 17, constellation des Gémeaux. Le 18, des Cancers. 19, Lion. 20, Vierge. 21, Balance. Vous faites des pauses, hein, si vous voulez vérifier en même temps, etc. Je, je vous laisse faire les pauses, hein. Moi, j'avance. 21, Balance. Donc 22, le Scorpion ou le Serpentaire. Le 23, Sagittaire. 24, Capricorne. 25, Verseau. 26, Poisson. 27, Aries. 28, ce serait la nébuleuse tête de cheval. Les points 29, 30 et 31, le Soleil, la Lune et un anneau lumineux qui représenterait une éclipse. Le numéro 32, ce serait Jupiter, la planète. Le 34, Vénus. Alors, pour le 35, 36 et 37, dans son livre, Cabrera précise que euh, ce passage de la comète, ce serait la comète Kohoutek, et qui passerait à côté de quoi? Dans la lignée, la conjonction de Vénus et Jupiter. La 35, c'est aussi une comète qui voyage depuis la constellation du Lion et qui passe près de la Terre en arrivant aux Pléiades. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de noter là-dedans? Eh bien, c'est cette fameuse comète Kohoutek. La comète Kohoutek, elle est passée sur Terre, à proximité de la Terre, en décembre 1974. Cette pierre, elle a été achetée par le docteur
bien avant 74. Mmh. Donc la question c'est, ben voilà, si c'est Basilio qui a tout gravé, il avait quand même, une sacrée connaissance, des constellations du zodiaque et puis un petit peu de leur emplacement, et puis de cette fameuse comète qui, alors comment est-ce que les experts en sont venus à se dire que c'était la comète Kohoutek? Beh, par rapport à son emplacement, par rapport à ce que j'ai cité tout à l'heure, la constellation du Lion et Vénus et Jupiter. D'ailleurs, Javier Cabrera a contacté en 1974 l'observatoire de Melun. Il a envoyé une photo de sa pierre. Il a demandé si sa pierre pouvait représenter la comète Kohoutek. Alors, l'observatoire de Melun n'a pas pu confirmer, mais par contre, il a confirmé la conjonction entre la nébuleuse Tête de Cheval et les planètes Vénus et Saturne. Donc, c'est-à-dire que, voilà, les scientifiques, même s'ils n'ont pas pu tout corroborer, ils ont quand même indiqué qu'il y avait des choses que bah, même toi et moi, on serait incapable de représenter sur une feuille de dessin, tu vois. C'est Donc, clair. t'imagines de là à graver sur une pierre. Impressionnant. Exactement. Sachant que cet astéroïde-là, cette comète-là, elle repassera plus à proximité de la planète parce qu'elle a une espèce d'ellipse qui fait que c'était son dernier passage à côté de la Terre. Et logiquement, après, elle sera happée par un astre quelconque en dehors du système solaire. Alors, Donc, ce qui est intéressant pour moi, je suis en train de réfléchir à plein de trucs en même temps et faire plein d'hypothèses. C'est tout ça, c'est vu de la Terre, hein, on est d'accord? tout ça, c'est vu de la Terre. Ça peut pas être vu d'une autre planète ou d'un autre endroit? En tout cas, j'ai rien lu sur cette hypothèse-là. Mmh, Mais pourquoi pas? mmh. Ce qui serait pas évident à démontrer, mais pourquoi pas? Alors, la photo suivante, c'est la même pierre, mais tu vois, elle a été inversée un petit peu. Et ici, là, c'est le point 14, là, tu vois, qui était la tête en bas. Eh bien, Mmh quand mh. tu changes de sens, Mmh. eh bien, on peut avoir une autre interprétation sur cette pierre. C'est-à-dire que là, du coup, ça ressemble beaucoup plus à un bateau, à une arche, avec ici, tu vois, la comète qui passe à proximité de l'arche, qui pourrait, pourquoi pas, suggérer le fameux mythe de l'arche de Noé. Tu vois, là, tu vois, ça fait une représentation d'une arche qu'on retrouve sur le vitrail de l'église de Saint-Étienne du Mont à Paris. Et là, bien, la fameuse comète qui serait venue, s'écraser sur Terre. On sait qu'il y a eu plusieurs comètes, hein, qui sont écrasées sur Terre et voilà, qui auraient éventuellement créé ce déluge et là, la représentation de la fameuse arche de Noé. Alors, on peut tout voir dans les dessins, surtout quand on fait c'est des tracés comme ça rouges, au départ, je voyais pas du tout ça. Quand tu as montré le dessin, je me dis: «Tiens, il veut montrer un bonhomme avec un chapeau». Donc voilà. Ah oui, avec l'œil là, ici et Ah le oui, nez et la bouche. Ouais, oui, pourquoi pas aussi. Mmh. ça, on peut tout voir. Un Ça y chapeau. est, on est parti dans nos pareidolie. Ah là 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 là, et puis là, il y a tracé le truc rouge, mais moi je m'arrêtais pas au tracé, hein. Je faisais un si je veux, je peux m'amuser, hein. Je peux faire un autre truc avec, mais bon, c'est les bah, j'arrive pas à le dire, pareidolie. Le cerveau est très, très créatif, faut pas l'oublier non plus, et nous avons tendance à interpréter en fonction de nos connaissances. Les formes qu'on voyait tout à l'heure, nous, on le relie à des dinosaures. Ça peut être tout à fait autre chose, tu vois? C'est intéressant parce on est vraiment le fruit de notre construction, de notre, bah, de notre formatage, en fait.
tout simplement. Et on a du mal à s'extraire parfois de notre propre milieu. Mmh, tout à Bon fait, là, ouais. pour le coup, je vois pas du tout une arche, hein, mais vraiment pas. Bon, allez, on passe sur l'Arche. Donc voilà, une autre représentation, là, Tu on a vois? Ça l'impression. fait plus bonhomme comme ça. Oui, Ah bah, ouais. certainement, regarde la tronche qu'ils ont là. Ressemble à l'autre ton bonhomme que tu as montré. Alors là, d'après, Cabrera, ce serait, d'après Eugenia Cabrera, la fille de Ravier, il s'agirait de savants pointant la lune et recevant des poussières d'étoiles. Voilà. Donc, pour quelle raison? Je ne sais pas, mais, tu vois? Et puis là, ce qui fait penser que cette pierre-là est une vraie pierre d'Ica, eh bien, tu vois? Il y a pas que les traits externes qui sont tracés. Il y a bien tu vois? Le fond, il a été gratté, quoi. Je sais pas quelle est la technologie, mais, on est sur, du temps de travail qui est assez, somme toute important pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Alors que Et les fausses pierres d'Ica, c'est on grave, tu vois? C'est vite fait, on cuit, puis voilà. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus long à travailler et donc pas du tout rentable pour 30 centimes, hein. là, il y a pas d'ajout de colorant, de pigments parce qu'on voit un petit peu jaune, mais c'est le temps qui a passé, j'imagine, qui fait ça? Ou c'est la nature de la pierre? Parce qu'il faut la cuire, c'est ce genre de choses, mais elle est Non, énorme. les pierres, elles sont pas cuites. Celles-ci sont pas cuites. Donc c'est la pierre qui est de ce fait de C'est ce ça. là de cette composition, noire comme ça ou bleue, je sais pas trop et Mmh mh. ou gris, hein, c'est possible, c'est peut-être la couleur, du truc, Après, c'est peut-être, voilà, le rendu photo, du mmh. photo. Mmh. C'est vrai que ça fait pas gravure, ça fait presque peinture, en fait. C'est pour ça que je te pose la Mmh question. mh. Non, non, c'est 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 bien de la gravure. c'est super beau, Mmh. en plus. Allez, tiens, on va passer sur d'autres thématiques des pierres d'Ica. Donc toujours garder à l'esprit que, parmi les pierres que je vais vous montrer, il y a peut-être des fausses, peut-être des vraies, personne peut, voilà, on peut pas en être sûr. Donc on va partir parce que c'est quand même plus fun de partir sur l'idée qu'elles sont vraies, en tout cas celles qu'on estime être vraies et du coup, ça nous permet de nous interroger sur, eh bien le pourquoi ça a été gravé comme ça et le quand. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc là, on va être sur une série d'oiseaux, Ah, c'est la tu vois? neige? Ouais, ça c'est un oiseau. Ah d'accord, Tu vois, il y a un petit bec là. c'était pas une feuille alors, c'était une aile. Alors ça, ce serait des feuilles. Non, Donc mais d'eau, je sais pas pourquoi on verrait un oiseau, mais bon, OK. donc là, Admettons. celui-ci, il est un peu plus bizarre, tu vois? Il est à genoux, là, il y a une espèce de bah, ça fait, ça commence à faire plus vaisseau qu'oiseau en définitive, même si effectivement il y a une tête d'oiseau, Non, non, mais ça fait robot, ça fait ça enfin pour fait moi, ça fait ça ça me fait semble c'est ça. Ça donne un petit côté robotique là avec les ronds là. Alors est-ce que ça, ce sont des hublots? Hop, tu vois une autre représentation d'oiseau. mmh Bon, mh, d'accord. heu, Ah, il y a un que bonhomme dessus, hein, quand même. Là, tu vois le bonhomme? ouais, 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 Assis sur le siège. Non, ça fait robot. ça fait robot, oui, ici là. Mmh. Ouais, 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 ça fait robot, ouais. Bon, de toute manière, tu te doutes bien que Javier Cabrera, lui, il était, adepte, effectivement des anciens astronautes, hein, théorie, comme on l'a évoqué tout à l'heure, comme quoi, notre civilisation, n'aurait pas été la première civilisation sur Terre et qu'il y en aurait eu des beaucoup plus évoluées avant et qui seraient, peut-être venues de l'extérieur de la planète. Mmh. Donc voilà nos oiseaux robots. Ah, ça fait pas oiseau, mais ah oui, Bah, avec des ailes là, comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il non, ça fait enfin, alors celui-ci il est très bizarre parce que regarde là, il a le bec qui est là, il crache du feu, ah, c'est du là
Bah, je sais pas, moi je l'interprète comme ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est qu'il crache du feu. Là, j'ai l'impression qu'il a une espèce de Ouais, gun à la Goldorak, il va nous faire un fulgure au poing dans deux secs. ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 on dirait qu'il vole hein, dans l'espace. C'est vrai que Mm, ça fait, c'est très particulier quand même, hein. c'est ça. Mmh. En tout cas, dans la nature, il y a pas grand-chose qui pourrait aussi, bon là, la tête, peut-être une tête de perroquet, mais après le reste, tu vois, alors que Bah les dinosaures sont super bien représentés, là, ils se seraient plantés dans la représentation d'un oiseau, à moins que les dinosaures que tu m'as montrés, là, ce soit des soit dinosaures moderne. Ouais. modernes. Ça me paraît vraiment la différence est notable entre ce dessin-là et l'autre. Après, ce sont pas forcément les mêmes artistes non plus, mais c'est assez impressionnant, ouais, de voir, mmh, ça fait drôle. Alors, il a reçu aussi cette pierre-là, où, alors qu'est-ce que tu vois, toi, sur cette pierre? Moi, je vois un roi, quoi, comme un sumérien, là. D'accord. Non? Avec Ouais, un pourquoi pas, effectivement, là, ici, une espèce de couronne, etc. Mais là, ouais. ici, là, ce serait quoi, là, tu vois? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, son plastron Son plastron. Hmm. avec des bandes, ouais. Bah, ça pourrait être une araignée, ça pourrait être, En fait, ce serait un crabe. Et là, ici, tu vois, là, il y aurait les petites pattes. Donc, les pattes de crabe, là, et puis là, les pinces, là, les deux bras avec des pinces comme ça. mais pourquoi il serait comme ça, là? Bien, Et parce que, en définitive, là, pour le coup, on se rapprocherait de la civilisation Moche, qui est une civilisation qui aurait, elle, vécu entre 100 et 700 ans après Jésus-Christ, mmh. et qui avait des représentations d'hommes crabes ou de guerriers crabes. Ah, d'homme crabe, d'accord, OK. C'est quand même une tête d'homme, OK. Voilà, tu vois, ça Ouais, d'accord, OK. OK. c'est comme ça que les Moche voyaient les hommes crabes, ou alors ici, tu Ah vois, oui, sur cet d'accord. amphore là, cette jarre Moche, où on Oh, retrouve, elle ouais. ressemble quand même vachement. C'est pas un crabe, hein, ça fait homme insecte, là. Ça fait homme insecte là? Ah oui, parce que là, t'as le dard là. Ah ouais, ouais, c'est, une sacrée bestiole, là. C'est pas Bon, beau. eh ben écoute, Enfin, c'est pas un dard, mais tu sais, c'est un waouh, c'est une toge, un pagne. Il a ses attributs à cacher, hein, l'homme crabe. Donc là, tu vois, bon, ben, effectivement, si on superpose les deux, ça ressemble pas mal à un homme crabe moché. Donc, on pourrait se dire, peut-être que l'artiste euh, aurait créé gravé cette pierre-là il y a moins de 2000 ans, et qu'il aurait croisé la civilisation moche. Ou alors, un artiste moderne qui était déjà bien au courant de toutes les civilisations précolombiennes et qui connaissait l'art moche. Faut se remettre dans le contexte, hein. Ce sont des paysans. Ils savent pour la plupart ni lire ni écrire. Aller à l'école, pour certains, oui, mais alors ça s'arrête vraiment en première classe. Alors fréquenter les bibliothèques pour lire des livres scientifiques, historiques, paléontologiques et tout ce que tu veux. ouh, elle a l'air belle celle-là. Alors, celle-ci, ça fait partie de la série de pierres qu'on appellerait continent perdu ou ancienne civilisation, où là, on verrait gravé 4 continents sur une espèce de sphère, voilà, séparés. Alors, est-ce que c'est des fleuves, ce sont des fleuves, ou est-ce que c'est juste une séparation Donc, tu vois, on la retrouve. Il y Ça en a fait eu plusieurs, il y en a eu plusieurs séries comme ça. ça fait un peu écaille de tortue, je trouve. Oui, ça pourrait, sur le côté externe, tout à fait. Bah, visuellement comme ça, Mhm. Petite carapace de tortue, ouais. oui, Ah, là, tu vois, on voit un bout de basket, donc ah ça oui, te donne la taille de la pierre, là. une Elle est pierre. quand même assez conséquente, hein, celle-là. Elle est belle, hein. Hmm. Attends, mais il y a des maisons dessus?
Tu vois des maisons? Bien sûr. Mmh, d'accord. Oh. Mmh. Je vois mal ou quoi? Bah bah, enfin, c'est visible. Il y a une maison avec un paysage, D'accord. avec, mais, tu vois pas? Il y a un animal, il y a le ciel avec l'étoile. Alors, attends, oui, là, ici, une maison, OK. Ah, carrément même. Et c'est Ici, il y a un lama, un lama, d'accord, avec il y une a un étoile là-haut, là, les montagnes. oui, Alors puis en ici bas aussi enfin c'est je vois pas de continent là pour le coup, alors ça ici peut être des continents qui représentent, bah, là tiens, il y a tel endroit, là tiens, il y a un mmh. dinosaure, heu, ou Ah, une autre bestiole, alors selon Cabrera, hein, sur le A, ce serait le continent mu disparu dans le Pacifique. Sur le B, ce serait l'Amérique du Nord. Le C, ce serait l'Amérique du Sud. Et le D, ce serait l'Atlantide. C'est son interprétation. Pour le coup, je suis pas fan de l'interprétation, mais en tout cas, oui, voilà, il y a quand même des personnages, des animaux un des peu montagnes, particuliers. Bon, il y a des montagnes il y a des partout. montagnes, tout à fait. Voilà, là, il y a peut-être la dodo. Ah, la dodo, elle est là. Voilà, là, oh, là, il y a un drôle de bonhomme. Il y a que la Mmh. tête avec des pieds. C'est bizarre, ça. Ah, tu vois des pieds? Je Bah, sais pas, je vois des. ouais, moi je voyais un portrait mais Hmm. Ah, on dirait là, une tête pasquane, carrément. mmh, mmh, mmh. Hmm. Bon, voilà. Allez, passons à la suite. Ah, là, on va arriver sur d'autres types de pierres, là. Soit ils bouffent un verre, soit ils fument, hein. Ouais, ça pourrait même être autre chose, hein, si tu vois bien ce qui tient de sa main droite. Ah ouais! Et il a une très longue langue, hein, très clairement. Donc je ne sais pas s'il bouffe un verre. Oh la vache! Oh, ils nous ont sorti le pervers sur les pierres. Ah ouais, voilà. Ah bah, forcément, c'est pareil, hein, toujours dans l'idée où si ce sont des pierres modernes, eh bien, bah, l'imagerie érotique, ça fait vendre, hein, donc il va y avoir tout un tas de séries de pierres érotiques. Ouais, Donc, là franchement, j'achète pas ça. alors celle-ci, tu la veux pas, alors est-ce que la suivante, tu la veux? C'est non plus. Non plus? Il y a celle-ci aussi qui est très significative, hein. Ah OK. Mhm. Ah oui, on est dans le d'accord, on est Voilà. dans le pur, dans le dur, dans le OK, on y Ouais. va. Et pour le coup, celle-ci, Heu, par rapport à ça, autant la précédente, j'ai carrément un doute sur, son côté ancien. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose d'assez moderne, celle-là. Autant celle-ci, la façon, tu sais, encore une fois, le fait que tout soit bien, hem, quoi, qu'il y ait cette notion de 2 couleurs, voilà. On a toujours le souffle ici aussi, hein, je sais pas pourquoi il y a ce souffle, moi ça m'intrigue. Bon, ça finit mal par contre, hein. Ah là, oui, Ah bah d'accord. oui, hein. Ah bah oui, là, quand trop, c'est trop, hein. OK, Voilà. d'accord. Non, OK. moi je la trouve bien celle-là. Tu la trouves bien? Ouais, bah, ouais, non, ça sert. On devrait, l'offrir à tous les prédateurs sexuels, celle-là. Ah oui, tiens, Hein? ouais, Ah c'est clair. ça mais bon, c'est un autre débat. Allez, on arrive sur la fin des pierres, que je voulais vous montrer. Celle-ci, elle est assez particulière, parce que pour le coup, on est sur un animal moderne. Mmh. On est sur un bœuf à c'est quoi? Un bœuf à pic ça? Ou quelque chose comme ça? Avec là, tu vois la représentation, on a cette image en Afrique de ces bœufs-là, avec les oiseaux qui viennent leur picorer les parasites. Tu le vois l'oiseau là? Ah oui, oui, je vois bien, oui, Mmh, oui. Il y a toujours, des ronds, étranges quand même sur, toujours. Mmh. l'encadrillage.
Il y a beaucoup le quadrillage, hein? Ouais, il y a beaucoup de quadrillages. Bon, celui-ci particulier, Oui, voilà, hein, c'est un beau dragon, mais il fait plus celte que viking que... ouais. Hmm. Bon, celui-ci, je pense qu'on est sur de la pierre moderne. Mmh. Puis tu vois, le trait est pas terrible. Mais bon. Et pour finir, on va être sur la phase médicale des pierres. Et c'est celles-ci qui vont être vraiment les plus perturbantes. Si on veut s'accrocher au fait que aucune pierre n'est ancienne et qu'elles ont toutes été créées dans l'ère moderne, on va quand même se retrouver sur des pierres où il ne va pas y avoir d'explication par rapport à la date où elles ont été créées. D'autant plus que, eh bien, il faudrait que les personnes qui ont fait les gravures aient des sacrées, sacrées connaissances en médecine, en chirurgie, et cetera. Donc déjà, celle-ci, je voulais la montrer parce que ça ressemble quand même pas mal au caducée cher à Hippocrate, hein, dont certains y voient le comment dire? L'hélice d'ADN. Et donc là, on va être sur une série d'opérations. Alors je vais les passer rapidement, puis après je vais vous les montrer sur le livre de Charroux, qui serait soit opération du cœur, transplantation du cœur, soit opération du cerveau. Et Cabrera pensait même qu'il faisait des transplantations du cerveau. Et quand on regarde le détail des gestes opératoires, tu vas voir tout à l'heure, j'ai plus d'images sur le livre, on est sur quelque chose qui est très, très, très bien détaillé et qui dépasse les connaissances des personnes de l'époque. Et là, celui-ci, ça représenterait une femme enceinte pour laquelle on aurait prélevé le sang pour pouvoir utiliser son sang pour aider comment dire, au greffon. Il y a des techniques comme ça où on utilise le sang ou le plasma de femmes enceintes pour pouvoir faire mieux accepter les transplantations. Je vais pas plus loin sur l'explication, hein, j'ai pas creusé et puis j'ai pas la connaissance médicale pour en parler, mais, euh, mais on serait sur ce sujet-là. Alors, je vais te montrer donc sur le livre de Robert Charroux, qui a été édité, lui, dans les années 74. Tu vois, Mmh. il a quasi notre âge, hein. Le livre, ouais. Ah bah, Ouais. oui, Et oui. donc, Robert Charroux eh bien, a étudié toutes les pierres sur la greffe du cœur. Et il préface son chapitre sur la greffe du cœur avec le texte que je vais vous lire. Dans un ouvrage édité en 1971, nous avions relaté, d'après le rapport de l'expédition scientifique Marmadjeïdjan en Asie centrale soviétique, que des traces d'intervention chirurgicale sur 8 squelettes avaient été relevées sur les os en bordure du thorax. L'opération, remontant à 100 000 ans, avait été réussie, comme en témoignait l'épaisseur du périoste. Les conclusions du professeur Leonidov Armadjedjan permettaient d'établir qu'après résection des côtes, on avait dû transplanter un cœur. Et donc, dans la collection des pierres d'Ica, on va avoir la description d'une transplantation cardiaque et qui pourrait du coup être corroborée par ces recherches scientifiques soviétiques, comme quoi effectivement on a découvert des squelettes où il y aurait eu des transplantations cardiaques. Alors, sur la première, ici, ça va représenter une prise de sang. On a l'opération du donneur. Ensuite, ici,
Vous allez avoir l'extraction du cœur, la préparation de l'organe. Sur la page suivante, de ce côté-ci, la transfusion sanguine, suivie de l'irrigation du cœur. Donc, on est vraiment sur les gestes opératoires modernes, hein, c'est-à-dire que, eh bien, forcément, dès que tu sors le cœur, il faut continuer à à en prendre soin, à l'irriguer pour pouvoir le transplanter de l'autre côté, sinon il meurt, quoi, il meurt, il se dégrade très rapidement. Ensuite, on a ici la première phase de la greffe du malade, l'extraction du cœur du malade, du receveur avec ses vaisseaux artério-veineux au complet, c'est-à-dire que là, il y a vraiment le détail des vaisseaux artério-veineux. Dans la page suivante, le chirurgien tient le cœur du donneur qui est relié à un système de perfusion faisant fonctionner le cœur-poumon tout en le maintenant irrigué, sur cette page-là. Donc on est vraiment sur quelque chose de très, très moderne, hein. Sur cette page-là, on va avoir l'introduction du cœur dans la cage thoracique. Tu as vraiment tout qui est détaillé sur, X pierres, mais faut encore se mettre dans la peau, d'un paysan du coin qui s'est dit: «Oh tiens, je vais décrire une transplantation cardiaque, pourquoi pas?» Ici, le cœur est mis en place. Voilà, la transplantation est terminée et Ouais, ça on oh, finit, avec, excuse-moi, excuse-moi. les soins post-opératoires et la dernière phase de l'intervention, le chirurgien débranche le système de ventilation, donc post-opératoire et la dernière phase. Donc 14 pierres. 14 pierres qui décrivent quand même parfaitement une transplantation cardiaque qui aurait été, tu connais la date de la première transplantation cardiaque? 80 et quelques, non? Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est 67. Ah ouais? Ah oui. Le transplanté a survécu 18 minutes. Alors, celle qui a réussi, c'est pas 80 et quelques? Oui, c'est ça, 80. On est plutôt sur, les transplantations qui ont permis aux personnes de vivre. Mais la toute première de l'histoire, c'est 67. Cette pierre-là, quoi, ces pierres-là, ces séries de pierres-là ont été découvertes, ont été données ou achetées par, le professeur, le docteur, Cabrera en 66. Il ne connaissait pas encore, à l'époque, la technologie, la transplantation cardiaque. Donc comment des scènes de transplantation cardiaque détaillées, c'est pas juste de la SF, hein, dessinée par un créateur de génie, c'est suffisamment détaillé pour vraiment représenter, la séquence de transplantation. Comment est-ce que ça a pu être gravé bien avant que l'on fasse la première transplantation cardiaque, qui était d'ailleurs pas au Pérou, hein, tu te doutes bien. Voilà. Et C'est ça, c'est une vraie question, ça. ouais, mais alors justement, je il y a un dossier qui est en préparation, c'est pas immédiat, mais il y a un dossier qui est en préparation pour la revue pour laquelle j'écris qui s'appelle Infinité. Je suis en train de rechercher des choses, sur ce qu'on appelle les médecins du ciel. Je sais pas, tu connais Jean-Marie Le Gall, je crois que je t'en ai déjà parlé, il fait de la psychokinèse, mais il est magnétiseur comme moi. Et lui, dans ses séances de magnétisme, il y a des interventions donc du monde invisible et il a l'odeur d'éther. D'ailleurs, les gens sentent l'odeur d'éther durant le travail qu'il fait. Il a l'impression qu'il y a des outils, il voit des choses, tu vois? Il voit des chirurgiens. Il appelle ça les médecins du ciel et figure-toi que dans certains pays, c'est assez connu et il me parlait du cas d'un homme, alors je me souviens plus de son nom, mais je crois que c'est un paysan, qui, bah, du coup, il opérait avec un couteau rouillé. Et ce couteau rouillé, en fait, donc sans anesthésie, sans rien, sans nettoyage, rien du tout.
Il était simplement investi apparemment, c'est en tout cas, c'est ce qui ça semblerait être attesté, hein, par des personnes qui ont assisté à certaines choses. Il a même été en prison à cause de ça. Donc il opérait des yeux, il opérait enfin des tas de choses. Donc là, les médecins du ciel, ça serait quelque chose, qui serait super connu et qui ferait que ça pourrait être une hypothèse de de compréhension. Ça peut être ça, ça peut être d'autres, choses qui pourraient venir d'un autre monde, mais heu, pourquoi graver sur des pierres à ce moment-là, si tu as des technologies suffisantes, pour faire passer peut-être, l'enseignement à d'autres? Enfin, c'est Bah, peut-être que, c'est un enseignement qui a été observé, heu, auprès des dieux et que du coup, on a voulu conserver le savoir des dieux, sachant que le meilleur moyen quand même pour pouvoir transmettre, sur une durée très longue, c'est pas le papier, hein, c'est la pierre. Donc ça pourrait être, effectivement une explication. Sinon, eh bien, sinon, ce ne sont effectivement que des productions modernes et le professeur Cabrera a été le premier gogo à en acheter et tout ça est faux, un petit peu comme chez nous, on a un peu le même principe à Glozel, je ne sais pas si tu connais, on aura l'occasion d'en reparler, on avait déjà fait une émission de plein là-dessus, où là aussi, à un moment donné, on a démontré que c'était faux, mais c'est parce qu'il y avait eu des interventions d'archéologues fin 19e, début 20e, qui, avaient faussé les preuves. C'était début 20e plutôt, ouais, et donc forcément, il y avait eu mélange de vraies pièces antiques avec, de fausses pièces modernes qui, ont permis de dire: «Eh bien non, tout est faux». Voilà. Est-ce qu'on n'est pas là dans le même principe? Parce que forcément, à partir du moment où dans une économie assez pauvre, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, très vite, il va y avoir de l'imitation et puis on va essayer de reproduire et puis on va essayer de gagner de l'argent sur ce qui fait le buzz. Donc oui, forcément, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de pierres fausses, peut-être même la majorité. Maintenant, oui, la vraie question, en tout cas la vraie réponse qu'on attendrait, c'est, si elles sont vraies, quelle était leur utilité? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à l'époque? Mmh. On n'y répondra malheureusement pas ce soir, les amis mi. Bon, les amis mi, j'espère que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout de cette longue émission. Voilà, vous ferez vous-même votre propre conclusion sur cette affaire de Pierre Dica. Moi, il y a des choses qui m'interpellent. Clairement, il y en a des fausses, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'elles le sont toutes? C'est ça la vraie question. J'ai pas de réponse. Mais, il y a quand même des voilà, il y a quand même des sujets qui sont très, très, très perturbants. Allez, disons-le, on a envie de rêver. Bah, toujours. C'est pour ça que vous êtes avec nous tous les samedis soirs. C'est pour rêver. Voilà, bah, c'était la 33e émission, hein, il fallait qu'on vous fasse une émission un peu particulière, ce chiffre étant hautement symbolique. La semaine prochaine, 34e émission, on fera court, voilà. Bah, oui, hein. Écoute, on ne veut pas les habituer à faire du très long à chaque fois, sinon, Oui, oui, ça c'est sûr. bah, ils apprécieraient pas, hein. Oui. On vous attend dans les commentaires avec, toutes vos hypothèses. Moi j'aime bien lire, je réponds pas toujours parce que parfois j'ai pas le temps, mais je regarde ce que vous marquez. De temps en temps, je mets un petit mot. Toi aussi Antoine, on aime bien voir vos hypothèses et puis on vous retrouve aussi pour ceux qui le peuvent dans le chat. C'est ça, Chat le de tchat samedi. du samedi soir. Ouais, à 21h tous les samedis soirs. Natacha, je te souhaite un très bon week-end Très bon week-end à toi Antoine, très bon week-end à vous les amis. et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.
Et puis surtout, en écoutant donc Bleuette Dio, qui a des connaissances justement académiques qui forment une certaine interdiscipline. Pourquoi? Je ne sais pas parler. Interdisciplinarité. Je ne sais pas pourquoi certains mots, je bloque, je te jure. Je recommence. Non, mais déjà, tu utilises des mots de plus de 3 syllabes, ça devient compliqué, quoi. Interdisciplinarité. 8. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Je sais pas. Tu sais, de temps en temps, ça fourche comme ça, tu fais Mmh. interdisciplinarité, puis là, tu fais blablabla. Voilà, bienvenue dans le bêtisier. T'as tout compris. Mais aujourd'hui, allez, roulement de tambour, s'il te plaît, Antoine, accompagne d'un beau roulement de tambour. Non, il le fait pas. Changement de décor! Excuse-moi, je n'avais pas préparé mon roulement de tambour. Ouais, ça fait plus un chat enragé, ça, hein. C'est beau, c'est beau. Parce que bonjour les fenêtres d'habit je recommence. Bonjour les fenêtres d'habitabilité. Mmh. On n'y répondra malheureusement pas ce soir, les amis. Ou alors faudrait qu'on prenne notre Tardis, Ah oui. D'ailleurs, tu as pas toi dans tes petits objets à Tardis? Moi, c'est quelque chose que j'aurais bien je pense à en avoir un là, tu vois? Ouais. Si, si, j'en ai 3 Tardis au moins. Ah bah voilà. Mmh. La couleur bleue, j'imagine. Ah bah oui. Tu pas vu mon Tardis, Natacha? Faut que je te montre mon Tardis alors. Ça fait En tout bien, tout honneur. oui, je vois ça. Ah! Attends, plus grand à l'intérieur. Ah ouais, OK. Il est très sympa. Pas Et l'espoir. voilà. Et par contre, c'est un faux Tardis parce que malheureusement, ce n'est pas plus grand à l'intérieur. Tant pis, je voyagerai pas avec. Eh beh, Mais non. c Non, mais c'est un Tardis en édition limitée Funko Pop, assez rare. J'en suis très content de ce petit Tardis. Mmh. Voilà.